Bonjour Aurélie Trouvé, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférences en sciences économiques et vous êtes aussi la porte-parole d'Attaque France. Quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui, Aurélie Trouvé? Alors j'ai le regard, je pense, d'une militante engagée dans le monde associatif, mais aussi, je pense, quelqu'un d'engagé dans son travail et en l'occurrence dans les sciences économiques. Et je pense que si on veut réellement changer de politique aujourd'hui, il faut avant tout un changement, ce que Gramsci appelait d'un bloc idéologique, et que ça se travaille profondément dans les mouvements sociaux et intellectuels notamment. Et pour ma part, je ne crois pas à un grand changement de politique uniquement par le processus électoral. Je pense que ça se joue avant tout et d'abord dans la société et par des mouvements sociaux puissants. Voilà, et je pense qu'il faut, sur les 5 prochaines années, c'est sans doute ce qui nous attend, ce qu'il faut qu'on fasse. Évidemment, la politique est très importante. Évidemment, d'ailleurs, on fait tous et j'en fais de la politique au sens large du terme. Je crois que les mouvements sociaux, citoyens, mais aussi les initiatives locales et concrètes ont une grande importance parce qu'ils dessinent aussi cet autre monde. Ils montrent qu'un autre monde est possible et que des alternatives au capitalisme sont possibles. Alors, Très concrètement sur le on terrain reviendra déjà. probablement sur la question des mobilisations et des luttes sociales, mais aujourd'hui, on est dans une période un peu particulière puisque les échéances électorales ont lieu en ce moment. On est dans un second tour d'élection présidentielle. Comment avez-vous vécu la séquence politique de ce premier tour et justement les résultats qui ont porté Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour? Alors première réaction, c'est une nouvelle fois le Front National au second tour. Et là j'insiste sur le fait que Marine Le Pen qui accède au pouvoir, c'est sans doute la pire des situations. D'abord pour juste les mouvements sociaux, pour les mouvements citoyens, pour l'ensemble des citoyens de manière générale, parce que ce serait une attaque très grave aux libertés publiques, à la démocratie, et avec un racisme complètement décomplexé. Et deuxièmement, je crois qu'il faut relever aussi peut-être une clarification à gauche. Et finalement, la clarification autour d'un électorat qui fait à peu près un électeur sur 4, je dirais, qui vote pour une vraie gauche. Et à côté, ce qu'incarne Emmanuel Macron, à savoir un libéralisme décomplexé qui ne se cache même plus derrière le social-libéralisme. C'est du libéralisme pur jus. Alors, dans ce que vous dénoncez, notamment à Attaque ou de par vos autres fonctions, il y a la question de la fiscalité, de l'évasion fiscale. Vous avez d'ailleurs publié récemment un rapport que vous avez appelé Rendez l'argent. Vous dites qu'il est possible aujourd'hui de récupérer chaque année plus de 200 milliards d'euros d'argent public confisqué. Tout à fait. J'imagine que vous ne comptez pas sur Emmanuel Macron et Marine LePen pour aller récupérer cet argent. Non, bien sûr, on compte pas sur eux. D'ailleurs, ils proposent aucune des mesures que l'on met en avant concrètement. En fait, on part du constat que, on peut aller récupérer ces 200 milliards qui sont concentrés dans les mains des grands investisseurs, des grands actionnaires, des plus riches. Par exemple, en luttant très efficacement contre l'évasion fiscale, 80 milliards d'euros par an, soit le déficit public français, en allant récupérer de l'argent via une réelle taxe sur les transactions financières, ou encore en supprimant le crédit impôt compétitivité emploi, qui est un gros cadeau aux entreprises sans contrepartie sur l'emploi. Enfin, au total, par plusieurs de ces mesures, on peut récupérer 200 milliards qui permettraient aujourd'hui très clairement de répondre aux urgences sociales et écologiques. Alors, vous dites justement que c'est ce qui aussi permettrait de sauver, voire de préserver l'emploi, oui, et puis aussi d'assurer la transition écologique, la transition énergétique. Là aussi, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne font pas beaucoup de propositions. C'est un peu l'absent de cette campagne de second tour, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on a participé à la rédaction d'un rapport rédigé par plusieurs dizaines d'organisations associatives et syndicales qui montre qu'on peut récupérer, qu'on peut créer et qu'il faut créer 1 million d'emplois pour la transition écologique. Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune contradiction, bien au contraire, entre les urgences sociales et les urgences écologiques. On a besoin d'1 million d'emplois, par exemple, pour la rénovation des logements ou pour tout un tas d'autres activités qu'il faudrait développer pour cette transition écologique. Et justement, l'argent, on peut le récupérer par ces mesures que l'on met en avant dans le rapport Rendez l'argent. Donc vous voyez, les solutions, elles existent. Alors sur l'environnement, évidemment, dans le programme de Marine Le Pen, c'est la négation quasi totale de la nécessité de transition écologique, mais c'est plus dangereux.
Disons qu'il y a Macron... il y a un double discours chez Emmanuel Macron très clair, puisqu'il nous annonce de la transition écologique, alors qu'en fait, dans ces mesures, mais aussi dans les politiques claires qu'il a menées qu'il a menées dans le précédent gouvernement, en fait, il n'y a aucune mesure concrète. Et même, je dirais au contraire, d'ailleurs, il faut se rappeler que la loi Macron, il fallait libérer la croissance en restreignant les contraintes environnementales, notamment. Macron dit notamment qu'il voudrait réouvrir les mines d'or dans les Outre-mer, qu'il est prêt à poursuivre les recherches sur les OGM et même sur la question du gaz de schiste, il reste un peu ambigu. Ça vous inquiète? Emmanuel Macron, d'abord, c'est le tout et son contraire sur beaucoup de choses. Par exemple, sur les gaz de schiste, il annonce dans son programme qu'il faut arrêter... en gros, l'exploration des gaz de schiste, mais en même temps, il a accepté la recherche sur ce type d'extraction quand il était ministre de l'économie. Et par exemple, sur le nucléaire également, donc il annonce qu'il faut respecter les 50% d'énergie nucléaire dans le mix d'énergie d'ici 2025, au lieu de 75% aujourd'hui. Très bien. Sauf qu'il ne donne aucune échéance et qu'il ne s'est jamais prononcé contre la fermeture des EPR. Donc vous voyez, en fait, sur tout un tas de mesures, ça annonce quasiment rien sur la question environnementale. Les perturbateurs endocriniens, il nous dit « Ok, il faut lutter contre les perturbateurs endocriniens, mais on acceptera que s'il y a des solutions viables de remplacement. » Donc on sait très bien ce que ça veut dire pour les grandes entreprises. Donc voilà, sur tout un tas d'éléments, en fait, l'environnement chez Emmanuel Macron, c'est en fait un beau discours pour déguiser en fait une politique en faveur des grandes entreprises et de l'exploitation de la nature au profit des dividendes. Alors, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais on est entré dans une économie de plus en plus mondialisée, avec une concurrence de plus en plus forte, où la production française elle-même est menacée. Vous dénoncez aujourd'hui les grands traités de libre-échange. En quoi ils sont dangereux? Est-ce qu'il faut fermer les frontières commerciales aujourd'hui? Alors, nous, en tout cas, à Attac et dans le mouvement altermondialiste, on n'annonce pas du tout une fermeture des frontières, puisqu'on est au contraire, on est en tout cas pour une protection des citoyens face aux multinationales et pour une politique commerciale de solidarité internationale qui soit fondée non pas sur la libre concurrence, mais sur le progrès social et écologique. Bon. À partir de là, les accords de libre-échange, qui d'ailleurs visent à libéraliser les échanges en premier lieu, nous sommes contre. Parce que quand on les étudie, quand on les analyse, tous les rapports un peu sérieux montrent qu'en fait ça tend vers un nivellement vers le bas de toutes les normes sanitaires, phytosanitaires, environnementales, vers une mise en concurrence sauvage des entreprises au détriment de l'emploi et de l'écologie. D'accord ? Emmanuel Macron, c'est le seul candidat qui soutient par exemple l'accord le plus d'actualité, qui est l'accord entre l'Union européenne et le Canada, dont on sait par exemple, puisqu'on parle de la question environnementale, que c'est fait pour booster notamment les imports d'énergie issus des sables bitumineux du Canada, qui sont sans doute la source énergétique la plus polluante qui existe aujourd'hui. Mais sur la question agricole, par exemple, Emmanuel Macron propose de réformer la PAC par la mise d'outils de régulation adaptés à chaque filière. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est le rôle de l'Europe? En fait, le problème d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la PAC, c'est qu'il a un rapport à l'Union européenne qui est gardons l'Europe libérale telle qu'elle est. Et même poursuivons dans cette Europe libérale, jouons le jeu de l'Europe libérale. À partir de là, les agriculteurs, de quoi ils ont besoin aujourd'hui? Ils ont besoin de revenus stabilisés, de prix rémunérateurs. Ils ont besoin d'outils de régulation à l'échelle européenne qui est en complète contradiction avec l'Europe libérale. Pour ça, du coup, il faudrait remettre en cause considérablement l'Europe libérale. Emmanuel Macron propose à la place des outils gadgets du type une épargne de précaution ou même des assurances climatiques, ce qui peut d'ailleurs avantager ses amis de l'assurance et des grandes banques privées puisqu'il en vient. Mais en tout cas, en aucun cas, je pense que ce qu'il propose ne permettra des revenus stabilisés et rémunérateurs pour les paysans. Alors hier, je recevais Danielle Simonet, l'élue de Paris, candidate aux élections de la France Insoumise, aux élections législatives, pardon. Elle vous a posé une question. Elle considère que Macron sera probablement élu président de la République. Quelle perspective de résistance et de lutte sociale voyez-vous venir? Vous-même, on a l'impression, à vous écouter, que vous êtes déjà plus ou moins entré en résistance. Oui, alors il va falloir... alors évidemment, il faut tout de même espérer que ce ne soit pas le FN, mais... en premier lieu, mais évidemment, face à Emmanuel Macron,
ce sera aussi des résistances très importantes qu'il faudra mener. En premier lieu contre le CETA, l'accord Union européenne-Canada, puisque c'est le seul candidat qui est aussi favorable à ça, et ça signifie qu'il peut le faire passer en vitesse dans les mois à venir. Sur Notre-Dame-des-Landes, il a dit le tout et son contraire, donc on s'attend quand même en gros à un dégagement des militants de Notre-Dame-des-Landes et d'une reprise du projet d'aéroport. Donc ça, c'est des luttes très concrètes à venir. Et puis je dirais déjà, d'ores et déjà, je crois que ce qui est important, c'est d'être nombreux le 1er mai pour montrer qu'il y a des mouvements sociaux importants, dynamiques, et qu'on ne laissera pas faire sur ces 5 ans qui viennent, et que également on va s'appuyer sur les signes d'espoir qui se sont exprimés, je veux dire, dimanche dernier, voilà, et sur le fait qu'il y a quand même une partie significative de l'électorat aujourd'hui qui souhaite une gauche, une vraie gauche radicale. Très bien, merci beaucoup Aurélie Trouvé. Demain, je recevrai Marc Andevel, il est journaliste à Marianne et il a écrit un ouvrage sur l'un des 2 qualifiés du second tour, L'ambigu Monsieur Macron, dit-il, et qui est paru en 2015 chez Flammarion. Vous avez une question pour lui, Aurélie Trouvé? Alors, ce que je souhaite lui demander, parce que c'est une vraie interrogation pour moi, comment se fait-il qu'Emmanuel Macron soit arrivé en tête au premier tour et probablement soit président de la République dans pas longtemps, alors qu'il a un discours aussi creux, qu'il représente autant finalement la permanence et les élites économiques et politiques qui sont aujourd'hui fortement rejetées, puisqu'il est ex-ENA, il vient de la formation ENARC, puisqu'il est un ancien banquier de Rothschild, puisqu'il a été dans le gouvernement le ministre de l'économie, puisqu'il a soutenu toutes les lois les plus délétères du gouvernement dernier, comme la loi travail. Très bien, je lui poserai la question. Merci beaucoup Aurélie Trouvé. Merci.